Hello, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver cette semaine avec une vidéo FAQ. Je vous ai mis une petite boîte à questions sur Instagram. On va pas faire que ça puisque j'ai prévu de sortir avec Jeep, mon chien. Pour ceux d'ailleurs qui découvrent la chaîne, bienvenue, je m'appelle Alice et j'ai un bosseron de 7 ans qui s'appelle Jeep. Et cet après-midi du coup j'ai prévu de me balader avec lui, je pense qu'il va être bien content. Mais avant, pour ceux qui sont là depuis un moment, vous commencez à me connaître. Je vais faire un petit café à emporter et commencer à répondre à la première question. C'est une nouvelle machine que j'ai, c'est de la marque Sage et franchement elle est vraiment trop top. Ça faisait un moment qu'elle me faisait de l'œil. Je vais retemper, trop pratique que le temper soit intégré. On purge un petit coup. Un des éléments qui a fait que pour moi c'était important, entre guillemets, c'est pas essentiel évidemment, il n'y a rien de vital, et d'avoir une machine comme ça, c'est parce que j'apprécie autant le process de faire du café que de le boire. D'où le fait que j'avais un coffee shop avant et que j'étais au bar barista. Et ça manque honnêtement, c'est une façon aussi pour moi d'exprimer un petit peu ma créativité et d'avoir cette machine, franchement ça permet de combler un petit peu ce manque. Dès que j'ai un proche voilà, qui a envie d'un petit café, je lui fais et tout le monde est content. Première question qui est comment fais-tu pour que ton chien vive les absences sereinement? Je pense que c'est pas juste une histoire de rituel, pas de rituel avant de partir. Pour moi, c'est vraiment un tout qui implique en fait bien plus d'éléments que juste qu'est-ce qu'on fait au moment de partir, qu'est-ce qu'on fait au moment de revenir. C'est vraiment prendre en compte l'énergie qu'on va dégager au quotidien pour notre chien, avec notre chien. Et la majorité du temps, c'est complètement inconscient et involontaire de notre part, mais il se peut qu'on dégage en fonction de notre nature de base une énergie qui peut être plus ou moins positive. Et je parle d'expérience parce que je viens d'une famille où on est plus angoissé peut-être que la moyenne, ou en tout cas globalement, on peut parfois être assez angoissé. Et bizarrement, on a toujours eu des chiens qui étaient assez angoissés, hyper gentils, des crèmes qui passaient partout, hyper adaptable, mais assez angoissée et malheureusement ça pouvait s'aggraver un petit peu avec le temps et l'âge. J'ai jamais voulu reproduire ça avec Jeep, j'ai toujours voulu faire hyper gaffe justement à ça. Donc ce que j'ai fait déjà de base, c'était de, comme les chiens peuvent s'imiter, de pas les laisser ensemble dans les moments où potentiellement Noah pouvait stresser. Et moi de faire hyper attention en fait et d'être vraiment consciente justement de l'énergie que je pouvais dégager pour Jeep. On parle de lien émotionnel, on parle de contagion émotionnelle et encore une fois je suis pas là pour culpabiliser qui que ce soit parce que j'en suis la première coupable entre guillemets. Maintenant l'idée c'est d'arriver, déjà pour soi c'est hyper enrichissant, à essayer de s'apaiser au maximum au quotidien parce qu'en fait notre chien quand il dort pas, il est constamment en train de nous surveiller, constamment en train de décoder un petit peu nos habitudes, justement l'énergie dans laquelle on se trouve, etc. Et il s'en imprègne. Du coup, pour lui, j'essaye de faire hyper attention à ça. Donc il y a déjà cet élément-là, et après, bien sûr, les étapes qu'on peut connaître aussi de tout ce qui est laisser le chien seul progressivement dans une pièce, etc. Il y a un élément aussi qui est hyper important dans l'énergie en général, c'est de ne pas laisser votre chien vous suivre partout, ou nous suivre partout, parce que moi c'est pareil, j'ai des poissons pilotes si jamais je les laissais, et donc du coup, plus on les laisse nous suivre, plus ça va devenir complètement normal et ils deviennent un petit peu dépendants en fait de nous, de notre énergie. Et c'est hyper important pour moi qu'ils gardent cette autonomie. Jeep, je passe 95% de mon temps avec lui et vice versa, et donc c'est important pour moi qu'il continue à être habitué. Parfois quand les chiens vieillissent, ils peuvent prendre plus ou moins des mauvaises habitudes, ou du moins il y a des comportements qui vont s'amplifier, mais comme pour nous, et d'autres qui vont s'atténuer, voire disparaître. Mais c'est important, encore une fois, que même si je suis dans la maison, c'est un jour où je bosse de la maison, je suis sur l'ordi, etc., bah parfois, hop, je ferme la porte et je le laisse être seul, je le laisse son indépendance, je ne veux pas qu'il soit là à me suivre partout. Je pense que c'est hyper important pour eux d'apprendre qu'ils peuvent être seuls, on peut être là à côté, mais ils sont pas obligés d'être avec nous. Et tous ces éléments-là vont participer, en fait, au calme du chien et à l'apaisement du chien pendant nos absences. Pourquoi? Parce que ils auront l'habitude en fait de pas toujours être avec nous, de pas toujours nous voir, de pas toujours attendre d'instructions de notre part aussi. C'est évidemment important que notre chien soit dépensé à la hauteur de ses besoins pour éviter que s'il stresse, il mette 100% de l'énergie disponible qu'il a dans le fait de stresser. Ça c'est hyper important. Si vous êtes en apprentissage sur les absences ou même que vous voulez pratiquer et continuer d'habituer votre chien, n'hésitez pas à le faire aussi au départ quand il est un peu dépensé. Et puis après varier aussi un peu les niveaux de dépenses parce que c'est toujours la même chose si on les habitue à un contexte, quand ils seront confrontés
à un autre contexte, ils vont pas comprendre pourquoi et ça peut un petit peu les perturber. Du coup, au départ, vous pouvez commencer à bien les dépenser et après varier un petit peu les plaisirs. Parfois, voilà, fermez la porte, c'est pas obligé que ça dure longtemps, mais un coup vous laissez seul, un coup vous laissez pas seul. Il faut varier vraiment les éléments et que le fait que vous partiez, vous sortiez, etc. devienne normal et ok pour lui. Évidemment, tout ce qui est rituel, avant, après, je suis pas forcément pour parce que souvent en plus on s'adresse à eux avec un ton et une énergie dans le but de les rassurer. Je sais que l'intention est bienveillante, le souci c'est que, je caricature, mais on va naturellement avoir peut-être une voix un petit peu plus aiguë. Ah mais t'inquiète pas, je reviens, etc. machin truc. Le problème c'est que le chien il comprend pas ce qu'on est en train de lui dire. Lui il entend juste un et ça, en langage chien, ou du moins dans ce qui peut décoder de ça, ça peut être synonyme de stress. C'est un truc que je fais hyper gaffe, moi, les moments où je suis pressée, j'essaye de vraiment prendre sur moi pour éviter, en fait, même si je fais aucun rituel de départ, de laisser une énergie de stress derrière moi, avec laquelle il va se retrouver sans savoir quoi faire, et il va rester dans cette anxiété, et c'est aussi le problème du rituel de départ. Et quand on vient, cette fête, en fait, c'est pas vraiment... Alors, il y a évidemment une part de joie, mais c'est aussi l'expression et une façon pour eux d'extérioriser l'anxiété en fait qui tenait. C'est oh mon Dieu, c'est vraiment un trop plein d'émotions et qui est pas forcément sain. Et le truc, c'est que souvent, plus la fête est importante, plus ça peut aussi donner parfois des indices sur le niveau d'anxiété et de stress que votre chien peut ressentir lors de vos absences. C'est pour ça que moi quand je reviens, je pars, je fais comme si on en était et je reviens, j'ignore Jeep jusqu'à ce qu'il soit complètement calme. Je ne lui accorde pas d'attention avant qu'il soit calme. Comme ça, il se dit ok, parfois elle part, parfois elle revient, on sait pas trop. C'est ok dans tous les cas, j'ai l'habitude d'être tout seul. Parfois elle est là, parfois elle est pas là. Ça devient normal et on crée vraiment un climat de neutralité. À ce propos, si c'est quelque chose qui vous parle, l'aspect notamment émotionnel, contagion émotionnelle, le fait parfois de se sentir un petit peu dépassé par les émotions qu'on va ressentir quand on est en interaction ou pas d'ailleurs avec notre chien, si peut-être vous sentez la frustration ou la colère ou le stress monter, les chiens en fait agissent comme inconsciemment bien sûr miroir de nos émotions, ils s'imprègnent de l'énergie qu'on transmet, qui est encore une fois souvent inconsciente et évidemment volontaire, mais le souci c'est que parfois on peut leur envoyer des messages complètement contradictoires et ça vient perturber l'apprentissage, l'éducation ou même juste la compréhension, la communication entre vous. C'est pour ça que, et je l'annonce officiellement pour la toute première fois, je suis en train de créer une méthode justement sur le lien émotionnel humain et chien qui se construit autour de 5 piliers avec des outils concrets par pilier pour vous aider justement à mettre tout ça en pratique. C'est accessible à tous, peu importe aussi l'âge de votre chien, les expériences qu'il a pu vivre, votre relation en général. L'idée c'est vraiment de mieux comprendre notre fonctionnement, le fonctionnement de nos chiens et comment est-ce que tout ça peut coïncider encore une fois dans le but d'arriver à apaiser peut-être certaines émotions qui parfois nous jouent un petit peu des tours. Un chien qui a vécu une situation compliquée, une expérience difficile, une attaque de chien, une peur, etc. On peut travailler tout ce qui est psychologique, on peut travailler tout ce qui est obéissance, mais aussi physiquement, il y a parfois des blocages qui peuvent rester. Et donc c'est vraiment faire le pont entre émotions physiques et mentales, et ça aussi bien pour nous que pour le chien. Et donc quand on se connaît mieux, quand on se comprend mieux, ça nous apporte plus de sérénité, de réconfort et du coup de sécurité qu'on peut appliquer ensuite au quotidien avec notre chien. De toute façon, je vous filme un petit vlog pour vous montrer, vous expliquer un petit peu comment je crée cette méthode, sur quoi je m'appuie, etc. Et je vous partagerai très bientôt les informations à ce sujet. N'hésitez pas si vous avez des questions à les laisser dans les commentaires, je vous répondrai avec plaisir. Allez, hop, c'est bien. Du coup, je viens de me garer, il fait un peu chaud dans la voiture, je vais pas trop descendre les fenêtres pour pas qu'il y ait trop de bruit. La question du coup, c'est comment je réagis face aux problèmes de santé que Jeep peut avoir et comment ne pas se laisser un petit peu déborder par l'anxiété. Alors, dans notre malheur, on a la chance, je sais pas comment l'exprimer vraiment, mais en fait, Jeep a eu des soucis de santé, alors qui n'étaient pas vitaux, mais assez jeunes, notamment en lien avec l'arthrose. Il y a eu des erreurs médicales, il y a eu pas mal de soucis. À 1 an et demi, il a commencé à boiter. Au départ, suite à un scanner, il pensait que c'était une fracture du coude avec un petit bout d'os qui se baladait. Ils l'ont opéré, ils l'ont ouvert. En fait, c'était pas ça, il y avait rien. J'ai jamais compris cette histoire. Il a fait X traitements, etc. Ça n'a jamais rien donné. Et je pense que c'est plutôt lié à une chute qu'il a faite qui lui a provoqué du coup cette arthrose précoce. Il a eu aussi assez tôt des problèmes de dermatite atopique, c'est-à-dire un peu comme des boutons qui grattent. Ça pourrait être entre guillemets un peu l'équivalent de l'eczéma. Et ça, il en a eu dès son 5e mois. Donc ça a été assez rapide. Il a une peau sensible, etc. Mais bon, après, même si c'est long, ça se traite, ça se soigne, mais c'est vrai que cette histoire d'arthrose et de boiterie quand il trotte notamment, ça m'a toujours vraiment perturbée. J'ai eu beaucoup de mal à l'accepter et pour moi ça a été un très long process et en même temps je pense, il a failli y avoir un accident. Et en même temps je pense que ça m'a vachement aidée justement parce que je culpabilisais
énormément en me disant je fais pas assez et je peux toujours faire mieux. J'ai exploré toutes les pistes qu'on me proposait, j'avais des avis qui étaient divergents, je suis allée au maximum de ce que je pouvais faire. Maintenant j'essaie de compenser avec des compléments, etc. Mais c'est vrai que ça peut être un peu extrême comme terme, mais une sorte de deuil aussi de dire ok, bon, un chien qui ne boite pas en pleine santé, même si voilà, il n'est pas encore une fois à se traîner non plus au quotidien, mais ça nous limite dans certaines activités, ça nous limite dans certaines sorties aussi, les sorties qui font que descendre. Je sais qu'il va passer 1h30 à boiter et je peux pas lui imposer ça. Je fasse attention aussi à plein de choses, sa musculature, son poids, etc. Je l'aurais fait dans tous les cas, mais c'est vraiment passé par plusieurs phases au départ de me dire je veux pas avoir de regrets, donc je fais tout ce que je peux pour éviter ça, m'assurer que j'ai exploré le maximum de pistes possibles dans la mesure de ce que je peux faire aussi à tous les niveaux. Évidemment, il y a des interventions qui sont plus ou moins chères. Maintenant, c'est une histoire d'équilibre. J'ai une assurance, on est pour ou contre ou pas, c'est un autre débat, mais il se trouve que dans certaines situations, ça m'a aidé aussi. Une fois que je me suis dit, tu sais quoi, de toute façon, c'est comme ça, t'as exploré toutes les pistes, essaye maintenant de le soulager au maximum. Et surtout, j'ai essayé de transformer mon rapport à ça en me disant comment voilà, je peux améliorer son quotidien au maximum maintenant et faire au mieux de ce que je peux faire en évitant au maximum le sentiment de culpabilité surtout. Plus que de l'angoisse, pour moi, c'était vraiment la culpabilité. C'est toujours un process. Dès que je le vois un petit peu boiter, forcément, parfois ça me... Il se gratte, il y a toute la voiture qui bouge. Quand je le vois boiter, ça me fend toujours un peu le cœur, mais je me dis que bon, je fais ce que je peux à côté, je lui donne le maximum, je garde l'esprit ouvert en me disant s'il y a quelque chose d'autre que je peux faire, je le fais. Je me ferme pas à un type d'alimentation ou un type de complément, je garde vraiment l'esprit ouvert et on verra. Et c'est comme ça et c'est la vie. Malheureusement, je peux rien faire d'autre dans l'immédiat, donc bon, c'est pas facile. J'espère en tout cas que j'ai pu répondre à ta question. J'ai vraiment expliqué notre expérience et la manière dont je l'ai vécue. Le plus important, si ça génère des angoisses, c'est surtout de se dire que, encore une fois, eux, comme je disais un peu dans la réponse précédente, s'imprègnent de notre énergie. Donc plus on va être stressé par rapport à ça et plus ça peut les affecter. C'est pas pour culpabiliser, mais c'est juste de garder ça en tête, de rester optimiste, de rester encourageant, de vraiment pratiquer le medical training à fond parce que ça peut que vous aider justement pour aider le chien à gérer son stress et le vôtre aussi dans les moments de soins parce qu'il sera habitué et donc c'est hyper important que ça se fasse et que les expériences soient aussi positives que possible même si elles sont pas forcément agréables ou un peu douloureuses. La question suivante, c'est tu parles d'un travail de fond sur toi. Est-ce que j'ai bossé avec une psy, hypnose, sophrologie, etc. J'ai partagé récemment un réel sur Instagram, je vous le mets juste ici. J'ai fait la paix avec mes angoisses. C'est clairement l'un des aspects les plus réconfortants de ma vie. Là où pendant près de 10 ans, les peurs, mon mental, mes pensées, mes angoisses, etc. étaient juste des ennemis à abattre et à faire taire à tout prix. Aujourd'hui, tout ça, c'est devenu mes alliés qui m'aident à mieux me comprendre, à m'apaiser, à prendre du recul et juste à voir les choses autrement. Alors je dis pas que ça ne m'arrive plus jamais d'angoisser, d'avoir peur, mais c'est mon rapport et mon approche à tout ça qui a changé. Pour moi, clairement, ça a nécessité un gros travail de fond qui, disons-le, n'est pas fun, qu'on a clairement pas envie de faire tous les jours. Mais je me suis dit, de toute façon, pour moi, c'est la seule solution pour espérer un jour être heureuse, apaisée et plus légère. Et du coup, oui, je travaille avec une psy, mais j'ai vu beaucoup de psy dans ma vie. Enfin, en fonction des phases de ma vie, j'ai été accompagnée par des personnes complètement différentes avec des compétences différentes. J'ai fait de l'EMDR, de l'hypnose aussi. Ça n'avait pas hyper bien marché. Je sais pas si c'est une histoire de laisser aller peut-être pour moi aussi. Et là, plus récemment, je travaille avec une thérapeute qui est aussi sophrologue. Et donc, je fais une thérapie psychocorporelle, donc vraiment qui lie corps et esprit. Et pour moi, c'est tellement une évidence que tout est lié. Ça s'est manifesté pour moi et des gens autour de moi tellement de fois que c'était hyper important pour moi de travailler à la fois l'aspect psychologique et l'aspect physique. Ça allait ensemble. Maintenant, là, par exemple, je vais faire une pause parce que j'ai bien avancé. Enfin, on est arrivé un petit peu au bout d'un cycle. Et avant de commencer avec elle, c'était il y a 2 ans à peu près. Ça faisait un moment que je n'avais plus vu de psy, mais je ressentais un besoin de me dire là, je sens que je suis au max de ce que je peux faire seule. J'ai besoin d'aide, j'ai besoin de quelqu'un. Et c'est comme ça que j'ai commencé cette thérapie. Après, voilà, c'est vraiment la manière dont j'aborde la chose. Je sais pas comment expliquer. C'est un truc un peu presque viscéral où je ressens quand j'ai besoin d'être accompagnée. Et encore une fois, j'ai vu différentes personnes qui m'ont aidée vraiment à des étapes complètes. T'es content?
à des étapes complètement différentes. Là, je sens que je peux gérer seule. La personne que j'ai vue m'a énormément aidée. J'en serais clairement pas ici sans elle, avec cette avancée aussi. Donc, je suis hyper reconnaissante pour ça. Maintenant, oui, c'est sûr, c'est un coût, mais clairement, systématiquement, ça s'est prouvé. C'est à chaque fois le meilleur investissement que je peux faire. C'est vraiment investir sur moi-même, donc aucun regret. J'ai voulu tenter un itinéraire un petit peu différent. Pour ceux qui connaissent, de Lyon, je longe le parc de la Tête d'Or. Et l'idée après, c'est d'aller rejoindre les quais du Rhône où monsieur pourra aller se baigner et il en a vraiment envie. Ah bah tiens, justement, c'est là qu'il faut qu'on tourne. Je l'appelle pas forcément parce que Jeep a un très bon suivi naturel. Il se laissera jamais perdre. J'ai pas envie de l'assommer d'ordre et de demandes. J'ai envie qu'elle soit précieuse aussi à ses yeux, à savoir quand je lui demande un truc, c'est que vraiment il y a quelque chose. Mais là, on est tous les deux en sécurité, il n'y a aucun problème, donc je le laisse me suivre et je l'appelle que quand c'est nécessaire. Toujours qualité sur quantité, toujours. Je sais qu'il n'a pas forcément conscience du danger, comme beaucoup de chiens. Maintenant, moi, je ralentis avant un passage piéton. Jeep, tiens. Oui. Super. Il n'y a personne. Allez, go. Stop. Personne. Allez. Au pied. Allez, va. Ça fait longtemps que je suis pas venue me promener ici, sur les quais du Rhône, comme ça. Et j'ai toujours un peu peur, dans le sens où la sécurité, pour moi, c'est vraiment des aspects les plus délicats dans ma vie de tous les jours. Et je sais pas comment ça a pu un peu évoluer ici, sur les quais du Rhône. Il y a des périodes, c'était chaud, et d'autres, ça allait. Et ça fait longtemps que je suis pas venue, du coup, je sais pas trop. Et c'est très dense, là, la végétation. La prochaine question, c'est en foyer multi-chien, comment est-ce que tu organises l'espace? Personnellement, j'ai qu'un chien, j'ai du coup Jeep. Maintenant, ça se resserre là. Maintenant, comme je suis chez mes parents en ce moment, il y a aussi du coup Noah, notre chienne de famille, qui elle a 12 ans. Et on garde aussi assez régulièrement Dali, la petite chienne cocker de ma sœur, qui a 1 an et demi. Et pour le coup, elle aussi, vous l'avez vu pas mal de fois dans des vidéos. Donc on a un peu tous les âges, on a un peu tous les gabarits aussi. On a beaucoup de chance, enfin je sais pas si c'est de la chance, mais en tout cas, les chiens s'entendent bien. Et globalement, il n'y a pas de souci. Noah et Jeep, c'est vraiment pas tous les deux des chiens qui vont aller se bagarrer, possessifs ou quoi que ce soit. Donc du coup, ça se passe très bien. Aussi bien la partie repas, ils mangent à côté sans souci, il n'y a pas de problème. Pareil, ils dorment à côté. Les 2 lits sont l'un à côté de l'autre. Je suis désolée, c'est pas très agréable cette... J'évite les feuilles. Même d'ailleurs, régulièrement, ils échangent de lit. Parfois, Jeep a envie de dormir dans le lit de Noah et du coup, il va lui aboyer dessus une fois. Elle va prendre peur, la peau. Lui, il se met dans son lit, lui vole le lit. Mais bon, elle est souvent dans le sien aussi, donc c'est assez équilibré, on va dire. Pas idéal, cette luminosité. Je vais finir de répondre à la question comme ça, ce sera plus simple. Là où ça peut potentiellement être problématique, c'est avec Dali, qui est un petit peu plus possessive sur certaines choses, notamment la nourriture. Et dans ces cas-là, si on a les 3 chiens au même endroit, en fait, on les sépare. Dali mange d'un côté, les autres mangent de leur côté, et il n'y a pas de souci. Les jouets, ça pose pas trop de problèmes non plus. Maintenant, en fonction des émotions et des humeurs des uns et des autres sur le moment, j'adapte. Si je vois qu'il y en a un qui a plus envie de jouer un truc et qui potentiellement va réagir de façon un peu plus virulente, mais encore une fois, on n'est pas sur des réactions qui sont disproportionnées, et on adapte, j'enlève le jouet, ou alors je donne pas par exemple de balles ou quoi que ce soit. Vraiment, on s'adapte et globalement, on a de la chance parce que ça marche plutôt bien entre les 3. Mon pauvre Jeep qui se fait beaucoup aboyer dessus, attaquer en ce moment là, ces derniers mois, ça n'a pas arrêté. C'est hyper chiant. C'est un chien qui, je pense, est un peu victime de son physique. Je sais pas, j'ai du mal à déterminer l'énergie qu'il dégage, mais là il y a un chien qui est sorti de là. Alors très joueuse, etc. Ce qu'on m'a dit, effectivement, c'était le cas, sauf que pas beaucoup de codes, elle a foncé dessus. Moi, je me suis mise au milieu en faisant un peu un « hey » un peu grave comme ça. Ça l'a freiné dans son élan parce qu'elle fonçait sur Jeep. Jeep a couru dans l'eau pour aller se réfugier là où l'autre avait pas pied. Mais ça me fait chier qu'il réagisse comme ça et qu'il y ait ce climat un peu d'incertitude pour lui et de non-sécurité. Ce qui est hyper rassurant pour lui, je pense comme pour moi, c'est qu'il est très proche de moi et il sait que je le protégerai. Alors,
évidemment dans une bagarre de chiens, etc. Voilà. Mais s'il y a un chien qui est un peu forceur, qui fonce dedans, je le laisse se débrouiller, je le laisse gérer ce qu'il a à faire, communiquer comme il doit faire. C'est hyper important aussi, c'est super sain de ne pas faire que s'interposer. Mais quand je sens que c'est trop, quand je sens que lui a du mal à gérer, quand c'est un peu too much et qu'il a fait ce qu'il fallait pour éloigner le chien ou quoi que ce soit, j'hésite pas à intervenir. Évidemment, en m'assurant que la sécurité de tous soit garantie. Je vais pas aller faire n'importe quoi, mais j'hésite pas à prendre sa défense. Souvent, c'est de la pression physique, c'est-à-dire que comme là, le chien lui a foncé dessus, je lui ai barré la route, j'ai vu qu'il était absorbé par Jeep et pas par moi. Je l'ai juste cassé dans son élan et du coup, ça a fait qu'il s'est approché de Jeep de façon un peu plus calme et tranquille et c'est exactement l'effet voulu. C'est important qu'il voit qu'il puisse aussi compter sur moi dans ces moments-là parce que le pauvre, ça n'arrête pas. Hein. Les attaques en ce moment, c'est pas cool. Ah, mon chien. Maintenant, le but, c'est absolument pas de rester sur des expériences qui soient négatives. C'est pour ça que même s'il se fait embêter, je ne lui empêche pas, je continue plutôt de lui montrer un maximum d'environnement. Au contraire, c'est hyper important pour qu'il gagne confiance. Et c'est là où, encore une fois, je fais référence au début de la vidéo à mon lien émotionnel, où mon énergie est hyper importante parce que si moi je stresse, et c'est dur de prendre sur soi, franchement, il y a des moments où j'étais dans des états, mais dans ces cas-là, je me gère seule et après je vais le voir. Si moi je stresse, il va se dire, mais attends, si toi, sur qui je compte pour ma sécurité, parce que oui, peu importe la taille, c'est nous qui assurons leur sécurité, qui en tout cas leur apportons ce sentiment de sécurité, donc c'est hyper important de dégager l'énergie qu'on attend chez eux aussi. Donc si moi je suis pas calme, lui, il a aucune raison de le rester. Voilà, je m'apaise moi avant toute chose, même d'ailleurs quand il se passe un truc négatif. Dans un premier temps, je l'ignore, je me concentre sur moi et ensuite je l'aide à se gérer lui. Bon, du coup, c'était pas vraiment une question, mais ça m'a permis de réagir un petit peu en direct et vous montrer un peu ce que je peux faire dans ce type de situation en cas de chien qui est un peu trop oppressant, avec un chien qui pour le coup lui manque de confiance en lui et stresse et qui a vécu un peu des expériences pas cool. Là où j'ai de la chance entre guillemets dans ces situations, c'est que Jeep est un chien qui dans l'angoisse et la peur fuit. Il va pas chercher à se battre ou quoi que ce soit et j'avoue que déjà ça c'est hyper rassurant parce que je sais qu'il va jamais se mettre dans une situation, sauf si c'est pour se défendre, qui peut être compliqué à gérer derrière. Je sais qu'il est connecté par les ordres de base que je lui donne parce qu'encore une fois on les a travaillés dans tout type de situation, de stress, de peur, d'excitation, la redescente au calme, la connexion en permanence, c'est vraiment ce qu'il y a de plus important pour moi. Je pense que c'est nos outils principaux pour nous aider à gérer le chien. Ça passe beaucoup par la gestion émotionnelle. Donc, si c'est quelque chose avec lequel vous avez un peu de difficulté, n'hésitez pas, restez par là, je vais arrêter cette vidéo ici. Merci pour vos questions, d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les laisser dans les commentaires. Je reviendrai les checker pour la prochaine FAQ. Merci encore, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt.